dit cela, on repasse donc la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce mercredi matin. La dénonciation de ce matin va nous donner du grain à moudre, je l'avoue. On va rentrer certainement dans les dénonciations purement sociales d'aidement. Mais celle-ci aura un fond de questionnement. Parce que sous cap, il commence déjà à se dire, il y a des éléments de langage qui se manifestent, où on dit qu'avec la crise, le conflit entre l'Iran et les États-Unis, le détroit d'Ormuz, etc., forcément, on doit s'attendre bientôt à une augmentation du prix du carburant à la pompe chez nous. Et je dis dans notre contexte, je questionne cela. Parce que quand on voit la situation très précaire et chaotique de l'économie, ça va modifier la structure des coûts, parce que les entreprises, si pour l'énergie, le prix augmente, elles vont changer leur structure de coûts. Or, je sais que l'inflation est déjà à un niveau qui embête énormément les Camerounais, quand on sait que leur revenu en tout temps n'a pas bougé. Donc, j'anticipe. Parce que si vous faites ce genre de dénonciation pendant que la mesure est déjà là, on peut dire « Ah, monsieur Alain Douk, vous êtes subversif ». Comme ce n'est pas encore là, je questionne. Est-ce qu'on devrait aller dans ce sens? Est-ce qu'on est surpris par ce qui est en train de se passer entre l'Iran et les États-Unis? Pourquoi on n'a pas anticipé, etc. La caisse de stabilisation du prix des hydrocarbures, quand le Brent est souvent à son plus bas, on ne voit pas comment on interpelle les Camerounais pour que ça change aussi à la pompe. Je questionne ça. Vraiment, je vis avec ceux du bas. Je connais leur réalité. Ça m'embêterait vraiment qu'on se retrouve dans ce scénario où le prix à la pompe grimpe à nouveau. Merci Alain Douk pour votre dénonciation. Cyril Tchamban, il y a pratiquement 2 ans, lorsque on avait eu ce genre d'actualité au Cameroun, est-ce que le prix du carburant montera? Oui, non. C'est comme si c'était à 2 équipes de football, ça montera. Non, ça ne montera pas. Et puis après, c'est monté. Maintenant, Alain Douk revient déjà pour nous dire que l'affaire, si quelqu'un m'a dit, hein, c'est un grand frère, m'a dit parfait, ne vous gênez même pas. Si vous aurez beaucoup de chance, on arrêtera à 1000 francs pour le prix du super. Il me dit que si vous aurez beaucoup de chance, mais sinon ça devra dépasser 1000 francs. Pour l'instant, je pense que nous sommes à 840 francs, le prix du super à la pompe. Je vous passe la parole, Cyril. Cameroun, pays pourtant producteur de pétrole. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut déjà expliquer un peu comment ça fonctionne. Les conflits ont des incidences sur le plan des relations commerciales internationales et on parle notamment du détroit d'Ormuz qui est un grand poste de passage des navires. Il n'y a pas que le carburant, c'est vrai que le carburant pose problème, mais il faut dire que les marchandises venant essentiellement de la Chine transitent énormément par là. Donc c'est un premier point qu'il faut dire parce qu'il faut situer la problématique. Maintenant, pour revenant d'Europe d'ailleurs, les augmentations sont déjà perceptibles à la pompe en Europe. Aujourd'hui, sur la France, je crois que la semaine dernière, nous prenions le carburant, le super, le gazole autour de 2,50 €, c'est-à-dire plus de 1500 francs. Alors qu'à l'accoutumée, c'est un peu moins de 2 €. Donc, il est déjà perceptible sur le plan occidental, parce qu'effectivement, les mécanismes de formation des prix du carburant ne sont pas les mêmes que chez nous. Là-bas, les répercussions sont visibles parce que quand il y a des baisses aussi, elles sont répercutées sur le pouvoir d'achat. Par contre, chez nous, on a un autre mécanisme qui est un mécanisme de régulation qui fait que le gouvernement subventionne. Je crois qu'avant la dernière augmentation, on parlait de 50% du prix qui est consommé à la pompe. Maintenant, quel est le problème? Si nous étions dans un système aussi simple, on pourrait penser qu'il y aurait une augmentation mécanique, mais n'oubliez pas que le Cameroun aujourd'hui peut s'approvisionner à du carburant ne passant pas par le détroit d'Ormuz. Il y a aujourd'hui la grande raffinerie, il faut saluer Dangote, qui a permis de faire une grande raffinerie au Nigeria, qui pourrait nous approvisionner. Et je crois qu'il y a quelques mois, le Cameroun avait bénéficié, n'est-ce pas, de l'approvisionnement venant du Nigeria, qui est un pays voisin. Ça pourra déjà nous permettre d'amortir les coûts. Mais la question aussi, quand on est en difficulté, il faut souvent réfléchir aussi à savoir où est-ce qu'on a glissé.
Le problème n'est même pas tellement les augmentations, mais comment est-ce que le Cameroun fait pour 60 ans après son indépendance, producteur de pétrole, pour ne pas avoir une raffinerie, pour sa propre raffinerie? Pourquoi le Cameroun devrait importer le pétrole raffiné alors que nous avons les moyens techniques de pouvoir faire notre propre raffinerie? Cyril, quelqu'un me disait qu'on avait trompé le président Ahidjo. Le président Ahidjo pensait que c'était une structure qui devait raffiner notre propre brut, mais vers la fin, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Donc, c'était de l'entourloupe. On me fait d'ailleurs comprendre qu'il avait piqué une colère bleue. Mais vous savez, parfois, ces gars m'ont entourloupé. Parfois, ici, quand vous venez, vous allez au village, on peut tromper les villageois. Mais quand le village est déjà devenu la ville, on peut comprendre les choses. Je m'explique simplement. Allons-y. Il y a un Camerounais aujourd'hui qui est en prison, qui a été DG de la Sonara, qu'on appelle Charles Metouk. Je l'ai rencontré quand il était DG de la Sonara. Et à l'époque, il parlait déjà de ce problème de la mise à niveau de notre raffinerie, afin de raffiner un brut qui soit commercialisable sur notre marché. Et des investissements colossaux avaient été mis en œuvre pour justement permettre à la raffinerie de la Sonara de s'adapter à ce type de carburant que nous ferons chez nous. Mais bizarrement, et je ne sais pas pourquoi, il s'est retrouvé en prison dans des dossiers, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était une riposte de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le Cameroun soit indépendant, n'est-ce pas, de détruire ce monsieur, et surtout cette raffinerie pour laquelle on avait déjà mis au moins 25 à 30 milliards de transformation, a bizarrement brûlé. Et Qui a brûlé la Sonara? Et on nous dit qu'il n'y avait pas d'assurance. Et depuis lors, on parle des projets de réhabilitation. Est-ce que vous avez eu les résultats d'enquête? On ne sait même pas. Qui a brûlé la Sonara? Et ensuite, on nous parle aujourd'hui de... Bon, je formule la question d'une autre manière. Hein. Qui avait intérêt à brûler la Sonara? Bon, pas obligé de répondre. Merci Cyril. On va passer la parole à Arnaud Victor Eyada. Arnaud Victor, nous parlons, nous rions, mais c'est un problème hyper sérieux. C'est vrai que maintenant Alain Doug nous dit que avec ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, il est fort probable que le prix à la bombe, à la pompe augmente, ainsi de suite. Oui, on peut avoir une explication scientifique à ce niveau, mais avant les problèmes entre l'Iran et les États-Unis, nous souffrons des prix du carburant dans un pays producteur de pétrole. Oui, c'est vraiment paradoxal. Il faut rappeler que l'une des grouilles populaires en 2008 était la conséquence de l'augmentation de 6 francs sur les prix des carburants. Et quelques semaines avant, il y avait déjà une inflation qui ne disait pas son nom. Je pense que la seule chose qui n'avait pas augmenté au marché, c'était les allumettes. Mais on avait quand même diminué les bûchettes à l'intérieur. Mais tout avait pratiquement augmenté et l'augmentation du prix du pétrole, du moins du carburant, était la goutte d'eau qui avait débordé le vase et on sait très bien ce qui s'est passé par la suite. Il y a même eu des morts. Moi, je pense qu'on peut justement anticiper. Je suis d'avis que la situation entre l'Iran et les États-Unis est comme un effet boule de neige ou un effet domino sur les économies du monde, étant donné que personne ne vient nous tasser que nous soyons impliqués. Mais mon prédécesseur a tout dit. C'est vraiment paradoxal. Pourquoi chaque année, notre balance commerciale est reverbale, où on a plus d'importation que d'exportation. Et lorsqu'on s'interroge sur la question de ce que nous on propose aux autres, c'est justement notre pétrole brut que nous ne sommes pas à même de transformer. Vous avez parlé du président, de l'ancien président qui a mis sur pied une raffinerie qui ne pouvait malheureusement pas raffiner notre pétrole. Nous sommes donc obligés de vendre du brut pour acheter maintenant celui qui a déjà été raffiné. Je pense que le Cameroun a assez d'intellectuels et assez d'intelligence pour réfléchir sur la question. Moi, je ne m'inscris même pas dans cela. Tout ce que je dis là, peut-être que je ne maîtrise même rien. Mais quand même, avec mes yeux d'aveugle, je pense qu'on peut s'asseoir, on anticipe. Au-delà de ces échanges qu'on a avec ces pays occidentaux, il y a la ZELCAF. On peut densifier les échanges au niveau de la ZELCAF. Vous parlez de la question du pétrole aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur pied des structures à même de booster la transformation locale en quantité purement industrielle pour que, ne fût-ce que dans la zone de la CEMAC, nous puissions vraiment nous imposer comme ces pays-là qui se veulent être la mamelle nourricière de l'Afrique centrale, l'Afrique en miniature, ainsi de suite. Je pense que c'est un problème purement de politique économique. Il faudrait que les gens laissent leurs égos, leurs intérêts personnels et des deals parfois mafieux
qui servent Très à bien. employer des personnes et qu'on essaye d'étendre pour que les Camerounais puissent justement anticiper ce genre de situation. Et je sors quand même en disant que Oui, sortons. si le carburant a augmenté, le gaz domestique va augmenter. C'est une suite. Puisque nous sommes jusqu'ici soumis à ce gaz domestique, pourtant nous avons des solutions même naturelles, le biogaz, l'éolien, avec tout ce que la nature nous a donné pour qu'on quitte même de cette dépendance de l'hydraulique et faire mieux. Merci, Maître Issam. On nous a souvent parlé de cette affaire de subvention et tout. Un autre grand frère me disait, moi, je cause beaucoup avec des grands frères qui me donnent beaucoup d'informations en offre, que ben parfait, n'ouvre jamais ce genre de page. Les pages ayant trait à la subvention au Cameroun, c'est très compliqué. Je lui dis, mais attends, grand frère, pourquoi plus de 60 ans après les indépendances, le Cameroun n'arrive pas à avoir sa propre raffinerie? Et il dit, fais attention jeune homme, il faut voir tes enfants grandir, ce sont des dossiers compliqués. Finalement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on parle du pétrole au Cameroun? On préfère se taire et on attend seulement que le prix augmente? Bon, je vais commencer d'abord par partager les points de vue de tous les copanélistes sur la gravité de la question. Mais se taire devient une attitude complice. On a intérêt, c'est pour ça que les émissions comme celle-ci sont là, c'est pour que nous puissions dénoncer. Et lorsque la dénonciation touchera qui de droit, nous pensons qu'au moment de l'inflation des prix, ils auront quand même un regard sur ceux du bas pour dire, comme on parlait tout à l'heure de 1000 francs, moins de 1000 francs, plus de 1000 francs, ils regarderont et ils diront, oh, là, il faut qu'on mette même à 1000 francs pour que tout le monde puisse être abordable. Donc, se taire devient une attitude complice et coupable. Je pense qu'il faut dénoncer, comme nous sommes en train de le faire actuellement, et nous continuerons de dénoncer. Merci. Pete Edo, vous qui sortez des États-Unis, vous avez également ce genre de problème? Tout à fait, avec le conflit États-Unis-Iran, avec la fermeture du détroit. Un conflit idiot, un conflit bête. Qui a engagé ce conflit? Bon, comme vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, merci de votre intelligence. Voilà. Je ne vous fais pas de problème. Donc, on va dire, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est une situation qui affecte le monde entier, le Cameroun y compris. Donc, le Cameroun n'est pas épargné de cette situation. Nous ne vivons pas en autarcie. Tout à fait. Donc, mais le problème qui se pose, comme l'ont dit les panélistes sur ce plateau, notamment Cyril, c'est la capacité pour un État comme le Cameroun comment on dit ça? À raffiner? Non seulement à raffiner, mais à anticiper. Voilà, le mot est venu. Parce que nous savons déjà qu'il est fort possible que le prix augmente. À l'heure actuelle, que faisons-nous? Nous attendons simplement. On ne peut pas anticiper. On ne peut pas chercher des solutions avant. Je pense qu'il y a des solutions qu'on peut prévoir en amont pour que quand une situation pareille arrive, que les populations ou alors le gouvernement peut prendre certaines mesures pour justement ajuster, permettez le terme, la situation. Il y a beaucoup de vidéos que je regarde dans les réseaux sociaux. Je veux prendre juste un petit exemple, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une petite solution pour la population basse, la dernière couche de la population. Il y a maintenant des Camerounais qui sont capables de fabriquer du gaz naturel, du biogaz. Et je pense que si un Camerounais est déjà en mesure de fabriquer le gaz naturel, qui sera certainement moins cher, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il risque sa vie? Je pense que... Vous savez le mal qu'il va faire à certaines personnes? C'est une vérité, et au même moment, quand on regarde la politique du chef de l'État, il y a des projets structurants et des projets qu'il a mis sur pied en termes de financement pour aider la population à pouvoir sortir du lot en faisant des innovations telles que la fabrication du gaz, du biogaz. Donc, ce n'est pas le seul exemple, il y en a assez. Il y a eu des projets tels le PAGER-U, et ainsi de suite. Donc, il y a... Vous sortez vraiment des États-Unis. C'est le PAGER, quoi? Non, ça existe encore.
c'était un exemple qu'il fallait Quel est le noter. bilan du Pager que tu as cité là? Vas-y, le pari, je dis. Le FISMAS. Non, récitez ça, le Pager, le Pia combien, Piazzi, Le pari, je dis. le FNE. FISMAS. Il faut noter déjà que C'est bien pour notre culture générale quand même. il faut déjà noter que avec la politique du président de la République, il a des collaborateurs avec qui il travaille et il y a un degré de responsabilité qui commence du haut vers le bas. Alors, si un projet comme celui que je viens de citer n'a pas pu aboutir, lui, il a quand même eu la volonté de pouvoir donner cette opportunité-là aux Camerounais. Très bien. Maintenant, aux autres de faire leur travail. Bon, Pour chuter. pour chuter, il faut dire que le carburant a augmenté même aux États-Unis, c'est de façon notable. Ici au Cameroun, je pense qu'avec un tout petit peu de volonté politique, ce ne sont pas les intellectuels qui manquent, ce n'est pas l'expertise qui manque. Avec un tout peu de volonté politique, nous pouvons faire, le gouvernement peut faire quelque chose pour prévoir ce genre de situation. Merci. Alain Douk, que devons-nous faire? Parfait, il y a une volonté assumée de ne pas permettre au Cameroun d'être souverain. Vous ne Ah pouvez bon? pas être aussi dépendant et précaire sur les problématiques énergétiques et prétendre à une certaine souveraineté. Ce n'est pas possible. Et je questionne ici l'intelligence du pays. Parce que là, je tiens à vous dire que nous sommes dans le train d'une conspiration contre les masses. Donc ne pensez pas que parce que vous allez me dire c'est en train d'augmenter aux États-Unis, je vais valider ce qui sont en train de faire. C'est en train d'augmenter en France, je vais valider ce qui est en train de se faire. Justement, il y a une conspiration contre les peuples. Il faut que les gens le comprennent. Parfait, tu te rappelles toujours autour de la Covid, dès 2020, nous on disait, il n'y a rien dans cette histoire. Parce qu'il y a un agenda. Il y avait justement un agenda, c'était de fragiliser le système de production mondiale et d'orienter en réalité la totalité des gouvernements et avec leur peuple dans une certaine direction. C'était très directif. Alain Douk, parlant de la Covid, j'ai posé cette question ici à plus d'un an, que je ne comprends pas. Cette affaire où tu te levais le matin, les informations que tu suivais à la radio, à la télé, ton cœur pouvait s'arrêter. Le ministre communiquait tous les soirs, il y a eu tel nombre de morts à Bafoussam. Vraiment, les mesures barrières. Et il y a eu tel nombre de... Un beau matin, Alain Douk, la Covid est finie. Attends, vraiment, même si tu étais idiot, tu ne peux pas comme t'asseoir, tu te rends compte que les gars qui nous ont interloupés. Comment la Covid est aussi finie de manière aussi simple? On n'en parle plus, quelqu'un ne meurt plus, les gens ne touchent plus, ainsi de suite. Le ministre ne communique plus pour le nombre de morts à Bafoussam, à Limbe et à Ebolova. On est en train de mener le monde dans une direction. Et pour créer le nouvel ordre des choses, le nouveau dispositif productif de la 4e révolution industrielle, il faut un système de contrôle de masse. Mais il doit s'appuyer sur un nouveau plateau technocratique où l'ancien monde disparaît. Et pour que l'ancien monde disparaisse, il faut détruire l'économie, l'ancienne économie pour instaurer le nouvel ordre, le nouveau tissu économique. Et cette guerre, nous on l'a vu venir depuis. Moi je veux comprendre donc comment Alain Douk sait depuis au moins 2018 qu'il y aurait cette guerre et avec les enjeux qui vont avec et les intelligences, le système d'intelligence du pays ne peut pas anticiper là-dessus. C'est un problème. Bien, maintenant revenons. On a plusieurs de nos spécialistes qui sont clairs et que j'ai consultés qui disent qu'on peut avoir ici au Cameroun des carburants pris à la pompe 400 francs. Et j'ai examiné la structure des prix. Vous vous rendez compte en réalité, ce qui fait gonfler le prix des carburants à la pompe, mais c'est toute une ingénierie fiscale. C'est toute une ingénierie fiscale qui fait gonfler le prix. Alors, un pays tel que nous ne consommons en réalité qu'environ 1/5 de ce que nous produisons et que nous transformons en brut semi-lourd là. Parce que nous-mêmes nous produisons du brut lourd. Donc je ne vais pas revenir sur ce que vous avez si brillamment dénoncé. Le fait que, écoutez, plus de 60 ans après, on en est toujours là. Rien ne bouge. Pendant qu'ailleurs, là, des voisins tels que le Nigeria assument de profiter totalement de la rente pétrolière. Et nous, les conséquences, le prix est bien bas. Justement. Et nous, on est toujours là, on fait du surplace. On est en train de nous taxer depuis. On a déjà prélevé près de 479 milliards, un truc comme ça. La taxe pour la réhabilitation de la Sonara, pour des travaux qui doivent être de l'ordre de, je sais pas moi, 275 milliards. Non, 700 milliards. Bon, voilà. Donc ça veut dire que
Ça, j'ai donné le chiffre de 2025. Donc, à date, je ne sais pas exactement où on en est. Ensuite. Donc, il faut anticiper. Sinon, gouverner, c'est prévoir. Moi, je ne peux pas comprendre comment un kidam, c'est que voilà, dans le sens dans lequel on est en train de diriger le monde et pour quels enjeux. Et puis tout un pays, on se retrouve dos au mur et on va vous écrire dans les discours des trucs du genre, oh, les chocs extérieurs vont encore nous imposer. Non. Le marché mondial. Non, le marché mondial vraiment a été défavorable, des chocs extérieurs. Non. La capacité d'anticipation, la prospective dans la gouvernance, il la faut. Très bien. Merci. Alain Dogo, vous savez, la fluctuation des prix au niveau du marché mondial a fait également qu'à un moment donné, il y avait un ministre dans ce pays. Il est déjà sénateur. On l'appelait Petit Robert. Il était ministre des Transports à l'époque. Et on avait acheté des avions chinois. Des avions chinois. Le Congo avait acheté aussi les avions chinois. Un avion chinois, je ne sais pas comment on les appelle encore là. Je vais me rappeler du nom. Les MA60. Les MA60, merci Cyril. Le MA60 au Congo était à 7 milliards. Et nous, au Cameroun, on a acheté les mêmes MA60 à 21 milliards. Nous sommes le continent quand même. Et j'ai posé la question au ministre des Transports de l'époque, le petit Robert. Mais comment expliquer ce gap? C'est vrai que je ne suis pas économiste, je ne suis même pas quelqu'un de l'aéronautique. Mais bon, je pose quand même des questions du village. Le gap là. Il me dit, mais jeune homme, il faut comprendre que c'est un problème de fluctuation du prix du dollar au niveau du marché mondial. Je me suis tué. Et je suis parti. Je préfère lire le message. Bonjour Perfecto et à ton illustre panel. Le coordonnateur du Pager U avait été happé par les serres de l'épervier et avait séjourné 3 ans environ à Kondangui. Il est depuis dehors et a été recyclé dans les arcanes du sport. Monsieur des États-Unis, tu as la réponse quand même. Alors, on prend notre message. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous en studio, monsieur Parfait. Ici, certains de nos dirigeants du Cameroun sont vraiment bizarres. Même quand le prix du baril du pétrole est en baisse dans le monde, chez nous, rien ne change. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à raffiner notre pétrole, c'est parce que ça profite à un tiers de personnes. C'est Bonito qui envoie ce message ce matin. Salut le panel. La guerre au niveau du détroit d'Ormuz aura une incidence sur les prix du carburant. Ce que je peux dire, c'est de ne pas plonger dans un domaine glissant où des individus et des organismes ont gros intérêt. Essayez de comprendre pourquoi le projet de bitume inauguré du temps de Bernard Eding est tombé à l'eau. Essayez de comprendre les avancées projetées par Metouk pour notre autonomie pétrolière qui ont été interrompues, nous conduisant dans un labyrinthe inexplicable. Si nous continuons dans cet élan, nous resterons aveugles et les autres s'enrichiront aux dépens de notre peuple. C'est Abian Dadiedonné, retraité Sonara. Parfait. Il faut déjà dire que même en France, même en milieu journalistique, c'est un s'offusque pour dire que mais on constate des enquêtes qu'en réalité, c'est les grandes multinationales pétrolières qui sont en train de faire des super profits sur la crise. Mais c'est dangereux. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire quelque chose, c'est que quand on prend le cas du Nigeria, le Nigeria est un grand producteur de pétrole. Tout à fait. Mais il faut savoir que le Nigeria lui-même ne raffinait pas son pétrole. Il a fallu que Dangote ait le courage de le faire. Et souvenez-vous que quand il a investi 10 milliards de dollars pour monter cette raffinerie, il a reçu plutôt un document de l'État nigérian lui demandant de ne pas raffiner le pétrole. On ne lui livrait pas le pétrole. C'est-à-dire les grandes majors se sont arrangés pour que sa raffinerie ne reçoive pas le brut même de son propre pays. Il a dû faire appel à l'opinion publique africaine pour que les gens s'en offusquent et interpellent le Nigeria pour dire que mais c'est pas logique. On a une autre raffinerie sur l'Afrique parce qu'il faut dire, je n'ai pas souvenance en Afrique noire qu'il y ait un pays africain, à part peut-être l'Angola, qui raffine son brut. Chacun de ces pays, y compris les grandes puissances au Nigeria, étaient orientés vers l'exportation du brut et importer le pétrole léger. Donc c'est pour dire que derrière ce dossier-là, il y a des enjeux politiques extrêmement graves. Et je peux vous dire que ça peut renverser des États. Parce que quand je parlais de l'affaire de Charles Metouk tout à l'heure, je me souvenais à l'époque quand il en parlait dans son bureau à la Sonara, déjà il n'était pas très bien parce qu'il disait c'est lourd et il y avait beaucoup d'intérêts. Précisons que le brut camerounais est exclusivement raffiné. La Sonara travaillait pour une compagnie
qu'on connaît, qui a pignon sur rue, qui vendait ce pétrole-là sur l'Europe. Donc ces enjeux-là sont extrêmement importants et vraiment on aime voir. C'est une chaîne de dépendance. Et on peut faire l'escroissance pour dire que le pétrole rentre dans ces accords que nous dénonçons de l'appropriation de notre sous-sol depuis les accords d'indépendance. Tout ce qui est en haut est à vous, tout ce qui est en bas est à nous. Donc les matières premières, y compris le pétrole, sont souvent d'abord préemptées par une seule puissance. Il faudrait que cela s'arrête parce que ce sont ces mécanismes-là qui empêchent que vous puissiez investir. Je peux vous dire parfois ici que si vous trouvez un partenaire aujourd'hui qui veut faire une raffinerie au Cameroun, vous aurez tellement de problèmes que ce partenaire sera même chassé. Dommage. Il y a un autre message ici, c'est vrai qu'il est long, mais il m'a l'air intéressant. Bonjour Perfecto, pour la dénonciation du jour, il faut dire que la situation au Moyen-Orient est une manne tombée du ciel pour le Nigeria via les nouvelles raffineries du milliardaire Dangote. En effet, depuis l'éclatement du conflit surréaliste entre les États-Unis et l'Iran, le Nigeria s'est positionné comme principal fournisseur du carburant à plusieurs pays d'Afrique, selon un rapport du ministère des Finances consacré aux implications du conflit au Moyen-Orient sur l'économie camerounaise. Le pays voisin représente 18% des importations camerounaises dans ce segment sur le pétrole 2024-2025. Les importations de carburant et lubrifiants du Cameroun sont évaluées à 974 milliards de francs CFA en 2024 et à 788 milliards de francs CFA en 2025. Rapportée à une part des 18%, la contribution du Nigeria correspond à environ 175,3 milliards de francs CFA en 2024 et 141,8 milliards de francs CFA en 2025, soit un cumul supérieur à 317 milliards de francs CFA sur les 2 années. Avec ce niveau, Abuja s'affirme comme l'un des tout premiers partenaires du Cameroun sur ce marché, derrière la Belgique qui concentre 36% des approvisionnements. Mais devant les États-Unis, 9%, l'Inde, 8,5% et la Grande-Bretagne, 6,4%. Cette progression s'inscrit dans un contexte de recomposition des flux énergétiques en Afrique de l'Ouest, marqué notamment par la montée en puissance de la raffinerie Dangote, mise en service au Nigeria et dotée d'une capacité de traitement de 650 000 barils par jour. Cette infrastructure renforce les capacités d'exportation de produits raffinés du pays vers plusieurs marchés africains, dont le Cameroun. Le Nigeria est donc le sauveur du Cameroun. C'est bienvenu des Kounou.